Dans la station, les plafonds n'étaient pas très hauts, à taille humaine. Les tunnels, en revanche, n'avaient pas été creusés pour les hommes. 5 mètres en séparaient les parois, et à peu près autant le sol de la voûte. Loin, dans les confins du métro, habitaient des sauvages qui croyaient que ces tunnels étaient des couloirs, creusés par le grand ver, un dieu qui avait créé la terre et engendré les hommes. Plus tard, ces derniers s'étaient détournés de leur créateur, avaient adapté ces couloirs à leurs besoins en construisant des trains en métal, avant de commencer à répandre le mensonge qu'ils étaient là dès les origines, et que le grand ver n'avait jamais existé. Après tout, pourquoi ne pas croire en un tel Dieu? Il était bien mieux adapté à la vie souterraine. Les tunnels étaient sombres, effrayants. Ils suintaient les eaux souterraines, qui pouvaient à tout moment déchirer leur écaille de fonte et submerger des lignes tout entières. De ces ruisseaux s'élevait de la vapeur, et la brume froide avalait les raies de lumière des lampes de poche. Les tunnels n'étaient pas faits pour l'homme, tout comme l'homme n'était pas fait pour eux. Même à 300 mètres à peine de la station, personne n'était à l'aise. Pour étouffer l'effroi qui les gagnait sournoisement, les gens bavardaient. Une fumée poisseuse s'élevait du feu de camp, nourrie avec des bûches encore humides. Bien sûr, le tunnel était vivant. Il respirait avec un léger sifflement, et aspirait la fumée dans ses poumons troués avec délectation, comme un fumeur. Et la fumée montait en tournoyant, pour disparaître dans les trachées envahies de végétation des puits d'aération. Un peu plus loin stationnait une draisine à main, sur laquelle la relève était arrivée jusqu'au poste de défense, celui des 300 mètres. Si quelqu'un attaquait VDNKH depuis la noirceur septentrionale, la garde devait essuyer le premier assaut, mourir si nécessaire, et envoyer vers la station un seul homme, le survivant. Pour sonner l'alerte, pour donner aux enfants le temps de se cacher, aux femmes celui de prendre les armes aux côtés de leur époux, afin de barrer de leur corps l'accès à la station. Ces principes immuables faisaient que, depuis plus de 2 décennies, la station VDNKH était toujours habitée. Depuis 2 ans cependant, si quelqu'un arrivait du nord sur le cordon de défense, c'était par pur hasard. La dernière menace effroyable à laquelle avait été confrontée la station, et le métro tout entier, les Noirs, avait été annihilés sous une pluie de missiles, 2 années plus tôt. Et chacun à VDNKH avait toujours à l'esprit celui qui avait sauvé les hommes de ces créatures, Artyom. Désormais, au-delà de VDNKH, il n'y avait qu'une chaîne de stations mortes et désertées. La première étant Botanichesky Sad. Elle se trouvait à une très faible profondeur, et les vantaux hermétiques qui devaient isoler le monde d'en haut du monde d'en bas y avaient été ouverts et brisés. La vie y était impossible. Quant à ce qui se trouvait au-delà, les gens n'y portaient guère d'intérêt, puisque le monde finissait au poste des 300 mètres, là où s'arrêtait la lueur du feu. Plus loin, c'était l'espace profond. Les sentinelles étaient assises là, protégées du vide par des sacs de sable, entassés en barricades. À côté, les kalachnikovs, appuyées les unes contre les autres, formaient une pyramide. Une bouilloire cabossée couverte de suie se réchauffait la panse au-dessus des flammes. Artyom s'était installé devant le feu et tournait le dos au tunnel désert. Il avait fait une place à Omer, qu'il avait emmené exprès avec lui dans ce refuge tranquille. Il ne voulait pas écouter ce que le vieil homme avait à lui dire dans le hangar à vélo, devant tout le monde. Et puisqu'il était impossible de converser sans témoin, autant qu'il y en eût un minimum. « Tu devrais pas tourner le dos au tuyau.
lâcha Levachov d'un ton désapprobateur. Mais Artyom n'en avait cure. Il avait confiance dans ce tunnel désormais. Il avait appris à en sentir les humeurs. Les autres s'étaient assis de manière à ne jamais quitter sa gueule béante des yeux. Il avait enjoint à Homer de parler doucement, pour ne pas les exciter. Mais doucement n'était pas dans les cordes d'Homer. Cette ville s'appelle Polyarny-Ezori. Elle se trouve sur la péninsule de Kola. Juste à côté, il y a une centrale, en parfait état de fonctionnement, de surcroît. Les habitants disposent d'une réserve de combustible pour les 100 prochaines années. Tout simplement parce qu'elle n'alimente plus qu'une seule cité. Et cette cité, ils l'ont transformée en forteresse. Ils ont dressé une palissade en tronc et d'autres fortifications. Ils ont organisé une excellente défense. Il y avait des bases militaires dans la région. Pas mal d'hommes y étaient stationnés pour défendre la centrale. C'est de là qu'a été rassemblée la garnison de Polyarny-Ezori. Tout autour, il n'y a rien. Normal, c'est le nord. Mais ils tiennent le coup. Ils ont de la lumière, de la chaleur. Alors... Qu'est-ce que tu nous inventes là? Cria Levachov de son poste. Qu'est-ce que c'est que ces putains de conneries? Après Botanichesky Sad, il n'y a plus rien dans le tuyau. Que des chiens errants. Comme si nous n'avions pas assez d'un barjot. En voilà un deuxième qui rapplique. Ils vont monter un club tous les deux, lança Armenchik, l'ongle fourré entre les dents pour déloger un morceau de porc qui s'y était coincé. Le club des rêveurs romantiques. Les voiles écarlates, ils vont l'appeler. Qui recevait ce signal? Qui discutait avec eux? Artyom avait les yeux rivés sur la barbe du vieil homme, sur ses lèvres mouvantes, comme un sourd qui aurait lu les mots. « Moi, reprit Homer, je suis de ce pays-là, moi aussi, d'Arkhangelsk. J'avais toujours espéré trouver des survivants. Je me disais qu'il y en aurait peut-être de ma famille. J'écoutais, je cherchais, et j'ai fini par trouver. Arkhangelsk est silencieuse, il est vrai. En revanche, je suis tombé sur Polyarny-Ezori, une ville tout entière, vous vous rendez compte? À la surface. De l'eau chaude, de la lumière. Mais le plus formidable, c'est qu'ils ont réussi à sauvegarder une immense bibliothèque numérique, sur des bandes magnétiques, sur des compacts disques. Toute la littérature mondiale, le cinéma. Vous vous rendez compte? Après tout, ils ont de l'électricité à ne plus savoir qu'en faire. Quelles ondes? Quelle fréquence? Le coupa Artyom. C'est une sorte d'arche de Noé, si l'on veut. Il est vrai que toutes les espèces n'ont pas réussi à s'y réfugier en couple, mais toute la culture de notre civilisation y est préservée. Poursuivit le vieillard comme s'il ne l'avait pas entendu. À quelle heure s'établissait le contact? Avec quelle régularité? Où était le curseur? Quel équipement utilisais-tu? À quelle altitude avait-il fallu monter pour capter le signal? Et pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Le vieillard s'attendait à une causerie douillette au coin du feu, pas à un interrogatoire. Mais Artyom espérait cet instant depuis bien trop longtemps pour le gaspiller en sentimentalisme. Tout d'abord, il devait s'assurer que tout cela était vrai. Il ne connaissait que trop bien les mirages qui erraient dans le désert de la surface. Il ne devait surtout pas s'ébahir devant eux, mais les toucher, vérifier s'ils étaient tangibles. Alors, il maintenait la pression sur le vieillard sans lui donner de répit. Il ne fallait pas lui laisser l'opportunité de s'esquiver. Rappelle-toi précisément. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Homer se mordait les joues, réfléchissait, plongeait les yeux dans les ténèbres. Puis vint l'heure de la reddition. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Comment peux-tu ne pas savoir ça puisque c'était toi qui captais leur signal? Ce n'était pas moi, finit par avouer le vieillard. J'ai rencontré un homme, un opérateur radio. C'est lui qui m'a raconté ça. Où? Où l'as-tu rencontré? Dans quelle station?
Le vieillard soupira encore un long moment. Théâtralnaïa, il me semble. Théâtralnaïa. Dans les fourneaux du diable, c'est ça? Tu crois que je ne vais pas oser aller vérifier sur place, hein? Je ne crois rien de tel, jeune homme, rétorqua Homer avec dignité. Quand? Il y a quelques années, je ne sais plus. Il ne savait plus. La seule fois où Artyom avait entendu la voix faible et lointaine d'un autre être humain, entre les sifflements et le bruit blanc, s'était fermement gravé dans sa mémoire. Quant à la voix, il était toujours capable de l'entendre au creux de son oreille, pour peu qu'il se concentrât, comme le ressac de la mer dans un coquillage, depuis longtemps séché. Comment pouvait-on oublier un pareil événement? Comment pouvait-on rêver pendant toute sa vie souterraine d'écrire un livre pour les générations futures afin qu'elles n'oublient pas leur origine, qu'elles ne perdent jamais l'espoir de remonter un jour à la surface et ne pas se rappeler pareil événement dans les moindres détails? Et qui, pour couronner le tout, s'était déroulé dans la station Théâtralnaïa. Tu mens, dit Artyom avec conviction. Tu ne cherches qu'à me séduire. Vous vous trompez. Je veux seulement... Tu veux me séduire, pour que je te raconte tout, toute ma putain d'histoire. Tu as décidé de m'acheter, c'est ça? Tu as trouvé le point sensible, et hop, le poisson est ferré. Mais pas du tout. C'est un fait réel. C'est ça, ouais. Oh là! Fit Armenchik en reniflant bruyamment. Les rêveurs se disputent à qui fait le rêve le plus merveilleux. Artyom, fâché contre lui-même et contre ce vieux menteur imbécile, cala sa tête contre les sacs de sable déchirés par les balles, et ferma les yeux. Maudit raconteur d'histoire. Il suffisait que la plaie dans son âme se referme pour que quelqu'un vînt la rouvrir. Le vieil homme se renfrogna et ne montra aucune velléité de convaincre Artyom. Il pouvait bien aller au diable. Jusqu'à la fin du tour de garde, ils ne s'adressèrent plus la parole. En remontant sur le quai de la station, ils n'échangèrent pas même un regard d'adieu. On le sait de source sûre. On a réussi à capter un signal en provenance de Kola. Des gens ont survécu là-bas, dit Artyom en gratifiant Kirill d'un regard équivoque. Pour de vrai? Pour de vrai? Kirill bondit de joie, mais manqua d'air, et fut pris d'une violente quinte de toux. Sachant ce qui allait arriver ensuite, Artyom lui tendit un mouchoir, pour qu'il le pressât contre ses lèvres. Une fois apaisé, Kirill retira le mouchoir et le regarda avec un mélange d'horreur et de culpabilité. Artyom sentit son cœur se serrer. Ça va passer. Tu auras bien encore l'occasion de chasser des rats. Un peu de sang, ce n'est pas grand-chose. Maman s'énerve quand elle voit ça. Ne lui montre pas le mouchoir, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? On forme une équipe d'enfer, toi et moi. Tu ne me lâcheras pas, et je ne te lâcherai pas. Jure-le sur l'ordre. Je le jure sur l'ordre. Jure-le solennellement. Je le jure, solennellement, sur l'ordre. Kirill grimpa sur les genoux d'Artyom. Allez, raconte! Eh bien, nous disposons d'une information vérifiée. Un signal a été capté en provenance du nord, de la péninsule de Kola, plus précisément. Il y a là-bas une centrale électrique nucléaire intacte. Et à côté, une ville. Polyarny et Zori. Les aurores polaires. C'est pas beau comme nom, ça? Nous ne sommes donc pas seuls. Tu comprends, Kiryuk? Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres survivants, et nous les avons trouvés. Alors? C'est la classe! Dit Kirill en clignant de ses grands yeux pâles. Mais c'est vrai de vrai? Vrai de vrai. Et cette centrale fournit tant d'énergie qu'il est possible de garder toute la ville au chaud pendant l'année entière. Au-dessus de la ville, on a construit une immense coupole en verre. Tu imagines ça?
Non. C'est comme un gobelet, mais beaucoup, beaucoup plus grand. Pourquoi faire? Pour que la chaleur ne s'échappe pas. Dehors, la neige tombe, le vent souffle, alors que dedans, il fait chaud. Les arbres sont en fleurs, comme dans ton livre. Il y a des vergers et des pommes, et des tomates aussi, d'ailleurs. Les gens se promènent dans les rues en maillot de corps. Il y a des fleurs partout, de la nourriture à ne savoir qu'en faire, des tas de sucreries, et des jouets, et pas juste des douilles usées comme chez nous. Des tonnes de jouets, différents. Kirill serra les paupières en essayant d'imaginer toutes ces merveilles. Il toussa doucement à plusieurs reprises, la bouche close, réussit à contenir la crise de toux, expira longuement. Il n'avait probablement pas pu imaginer un tel monde. Artyom en était incapable lui aussi. En été, cette coupole est ouverte, et les gens vivent à l'air frais. Pas sous la terre, mais dehors, dans des maisons avec des fenêtres. Par ces fenêtres, on voit d'autres maisons, ou la forêt, par exemple. C'est ainsi qu'ils vivent, directement sous le soleil, dans un air propre, sec et frais. Et dans une telle atmosphère, il n'y a pas de place pour les microbes. Ils crèvent tous. Et bien sûr, personne ne porte de masque à gaz dans la rue. Tous les microbes? Et la tubère crève aussi? Demanda Kirill en ouvrant les yeux. Tous? La tubère en tout premier? Alors il suffirait d'aller là-bas et de respirer sans masque pour guérir? Je pense, oui. Tu sais, c'est dans nos tunnels, dans l'air vicié, froid et humide, que la tubère se sent le mieux. Dans un air sain et frais, pour elle, c'est la mort assurée. Waouh! Il faut dire ça à maman. Elle sera contente. Tu comptes y aller? Mais Polyarny et Zoris n'est pas la porte à côté. Ce n'est pas si facile de s'y rendre. Il faut accumuler des forces. Je vais en accumuler. Il en faut combien? Demanda Kirill en bondissant sur le genou d'Artyom. Il en faut beaucoup. Le chemin est très long, tu sais. Dans des véhicules tout-terrain, il nous faudrait au moins 6 mois. À la surface, par les forêts et les marais, sur des routes détruites. Et alors? Je vais y aller? Non. Je ne crois pas que je te prendrai avec moi. Seuls les soldats de l'ordre m'accompagneront. Et pourquoi? Ta mère m'a dit que tu ne mangeais rien. Nous n'avons pas besoin d'un faiblard dans l'équipe. Ce ne serait qu'un poids. La route sera difficile, semée d'embûches, des monstres à chaque pas, des aventures à n'en plus finir. Comment pourrais-tu traverser tout ça si tu ne bouffes rien? Tu y passerais à la première mauvaise rencontre. Non. Notre unité a besoin de gens aguerris, pas de maigrichons. Je n'en peux plus de ces champignons, Thiom. Burk! Et les légumes? Ta mère s'est débrouillée pour te trouver des légumes. T'as vu cette tomate? Elle a voyagé depuis la Sévastopolskaya. Elle a traversé tout le métro pour toi. Mais fou! Pour ta gouverne, ce sont exactement les mêmes tomates qui poussent dans les rues de Polyarny et Zori. Tiens, goûte-la. Il y a une tonne de vitamines là-dedans. D'accord, je mangerai la tomate. Si c'est les mêmes qui poussent là-bas. Et pourquoi tu la mangerais pas maintenant, tant que je suis là? Alors parle-moi encore des aurores, et de la coupole gobelet. Natalia, la mère de Kirill, se tenait à l'extérieur et ne perdait pas une miette de la conversation qui se déroulait de l'autre côté de la toile de tente. Des ombres couraient sur son visage. Ses doigts se nouaient et se dénouaient. « Je l'ai forcé à manger sa tomate », lui dit Artyom avec un sourire. « Pourquoi tu lui parles de toutes ces bêtises? J'y ai droit sans cesse maintenant », bougonna Natalia sans lui rendre son sourire. « Pourquoi des bêtises? Peut-être que Polyarny et Zori existent bel et bien? Qu'il fasse donc travailler son imagination. Le médecin est passé hier. Il était venu de la Hanse. » Artyom oublia ce qu'il s'apprêtait à dire, craignant de deviner ce qui allait suivre. Il fit le vide dans sa tête. Il essayait de ne rien penser, pour ne pas jeter le mauvais œil.
Il lui reste 3 mois. C'est tout. Autant pour tes aurores polaires. La bouche de Natalia se déforma, et Artyom comprit ce qu'il voyait dans ses yeux depuis le début de leur conversation. Et on ne peut plus rien faire? Un voile, les larmes séchées. « Maman! Artyom va m'amener vers le nord, dans un tout-terrain. Je peux y aller, dis ?» Il pensait qu'Anna serait déjà endormie, comme d'ordinaire, pour l'éviter à tout prix. Pourtant, il la trouva assise en tailleur sur le lit, ses jambes nues repliées sous elle. Dans ses mains, comme si elle craignait qu'on la lui retirât, elle tenait une bouteille en plastique d'un demi-litre remplie d'un liquide trouble. L'air empestait l'alcool. « Tiens, » dit-elle en la lui tendant, « bois une gorgée. » Artyom obéit, se brûla la gorge, retint sa respiration, cligna des yeux. La boisson le réchauffa et lui tourna la tête. Et maintenant? « Assieds-toi, » fit Anna en tapotant la couverture à côté d'elle. « Viens t'asseoir, s'il te plaît. » Il s'assit là où elle le lui demandait. Il coula un regard dans sa direction. Elle était vêtue d'un débardeur. Le duvet qui couvrait ses bras était dressé. Était-ce le froid? Elle était la même que 2 ans plus tôt. Des cheveux noirs coupés courts, à la garçonne. De fines lèvres pâles. Un nez un peu trop proéminent pour son visage fin, avec une petite bosse, mais sans laquelle il aurait été insipide, quelconque. On eût dit ses bras faits de tendeur, comme sur un modèle anatomique. Il n'y avait aucune rondeur, aucune douceur. Ses épaules étaient musculeuses, tout comme ses jambes. Elle avait un long cou, l'artère qui y courait palpitait rapidement. La vertèbre, ses clavicules proéminentes, pour lesquelles il l'aimait, la plaignait et la taquinait jusqu'à plus soif, jadis. Ses os aigus qui dessinaient des reliefs sous sa peau blanche. Pourquoi une ampoule brillait-elle, puis grillait? Prends-moi dans tes bras. Artyom tendit son bras et le posa maladroitement sur l'épaule d'Anna. Un geste à mi-chemin entre l'accolade fraternelle et l'étreinte donnée à un enfant. Elle se rapprocha comme pour se blottir contre lui, mais ses muscles restèrent tendus. Artyom était incapable de se détendre lui aussi. Il but une nouvelle gorgée, dans l'espoir qu'elle l'aidât. Il n'arrivait plus à trouver les mots pour la circonstance. Il avait perdu l'habitude. Anna l'effleura, puis laissa courir ses lèvres sur sa joue. « Tu piques ?» Artyom agita le liquide trouble dans la bouteille et prit une longue gorgée. Le nord et le tout-terrain ne cessaient de tourner dans sa tête. « Allez, on essaie. Artyom, essayons donc de nouveau. Nous le devons, une fois de plus, depuis le début. » Elle glissa ses doigts froids et rêches sous sa ceinture, et en défit la boucle avec dextérité. « Embrasse-moi. Allez, embrasse-moi. »« Oui, Approche-toi de moi. Attends, un instant. Qu'est-ce que tu attends? Enlève-le. Je m'y sens à l'étroit. Oui. Et enlève ça aussi. Je veux que ce soit toi qui me déshabille. Toi. Anya. Et alors? Voilà. Ouh, il fait froid. Viens ici. Voilà. Et toi aussi, allez. Cette satanée chemise. Ça vient, ça vient. Et voilà. Mon Dieu. Donne-moi à boire. Tiens.
Ici. Juste ici. Comme tu le faisais avant. Tu t'en souviens? Est-ce que tu t'en souviens encore? Anya, ma petite Anya, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu es si... Faut pas le faire aussi longtemps. Allez, viens. J'ai plus l'habitude, excuse-moi. Laisse-moi faire. Pourquoi tu continues? Laisse-moi faire. Anya. Alors? Voilà, vas-y. Juste ici. Tu sens? Oui, oui. Ça fait si longtemps. T'as complètement... Pourquoi tu... Ne comprends-tu pas que j'ai besoin de toi? Non? Doucement. C'est juste que... J'ai eu une de ces journées. Tais-toi. Attends. Laisse-moi essayer. Reste allongé, c'est tout. Écoute, aujourd'hui, j'ai... Boucle-la. Ferme les yeux et boucle-la. Voilà. Et maintenant, c'est tout simple. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'y arrive pas. Alors? Et au diable, ça marche pas. J'ai des tas de trucs dans la tête. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Pardonne-moi. Écarte-toi. Va-t'en. Anya, où est mon débardeur? Attends. Où est mon débardeur? J'ai froid. Mais qu'est-ce que... Pourquoi tu fais ça? C'est pas ta faute. Le problème vient pas de toi. Oui, ça suffit. Et arrête de faire semblant de t'affairer. Mais non. Dégage. Tu m'entends? Dégage. Très bien. Où est passée ma foutue culotte? Voilà. Puisque tu ne veux pas, c'est très bien. À moins que tu ne sois tout desséché à cause des radiations. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux pas le faire avec moi. Les avoir avec moi. Je te le répète, c'est la journée qui est comme ça. C'est pour ça qu'ils viennent pas. Parce qu'ils savent que tu n'en veux pas, que tu ne les attends pas. C'est faux. Artyom! C'est pour toi que je suis parti, que je me suis fâché avec mon père. Pour toi! Après cette guerre, après ce combat contre les Rouges. Il est dans un fauteuil. Ses jambes ne le portent plus. Et il y a laissé un bras. Est-ce qu'au moins tu comprends ce que ça représente pour lui, être un invalide? Et je l'ai quitté pour toi. Mon propre père. Je suis parti fâché, parti contre sa volonté. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Vu comment il m'a... Je voulais lui raconter toute la vérité, mais lui, c'est lui qui ne veut pas que nous soyons ensemble. J'y suis pour rien, moi. Je l'ai laissé tomber pour avoir des enfants de toi. Tu comprends? J'ai arrêté de monter à la surface pour qu'ils naissent en bonne santé. Tous ces organes féminins, c'est comme une éponge. Les radiations, tu le sais bien tout ça. Et ces maudits champignons, je l'ai fait pour m'intégrer dans cette station qui est la tienne. Tu crois que c'est comme ça que je vois mon avenir? Renoncer au service actif? Cajoler des cochons? Et tout ça pourquoi? Hein? Et toi? Toi, tu continues à monter. Pas un seul jour ne passe sans que t'y montes. T'as dû tout cramer. Tu comprends? C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché l'autre fois. Et que ça ne marchera plus jamais. Combien de fois je t'ai demandé? Combien de fois ton père t'a demandé? Techniquement, Sukhoi, pourquoi fais-tu ça? Parce que tu n'en veux pas? Parce que tu n'aimes tout simplement pas les enfants? Parce que tu n'en veux pas de moi? Parce que tu n'en veux pas tout court? Et moi dans tout ça, je suis là, moi. Tu me laisses partir. Tu es en train de me perdre. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Anya, pourquoi est-ce que tu... Je n'en peux plus. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus attendre. Je ne veux pas quémander du sexe. Et je ne veux pas craindre de donner naissance à un monstre si je tombe enceinte de toi. Ça suffit. Ferme ta bouche. Tu engendreras un monstre, Artyom.
Toi aussi, tu es comme une éponge. Tu paieras chacune de tes montées à la surface. Tu ne le comprends pas? Ta gueule, connasse! Va-t'en! Pars, Artyom! Pars pour de bon! C'est bien ce que je compte faire. Pars! Tout cela fut dit en chuchotant. Les cris furent chuchotés. Les gémissements. Les larmes. Tout se faisait en silence, comme chez les fourmis. Les voisins, eux, faisaient semblant de dormir, et tout le monde savait tout. La tenue de protection rentra de justesse dans le sac de voyage. Au-dessus, Artyom posa une kalachnikov avec un numéro de série, qu'il était strictement interdit de faire sortir de la station. Des munitions, 6 chargeurs assemblés par 2, tête-bêche, avec de la bande adhésive bleue, ainsi qu'un sac de champignons séchés. Le masque à gaz l'avait observé d'un œil vitreux jusqu'à ce qu'il eût tiré la fermeture éclair, en forçant, comme s'il s'agissait de transporter un cadavre déjà froid dans une housse mortuaire. Puis il chargea son sac à dos sur les épaules, sa damnation, son rocher de Sisyphe. « Debout, grand-père. Prépare tes affaires, mais ne fais pas de bruit. » Le vieillard, comme s'il dormait les yeux ouverts, s'éveilla aussitôt. « Où va-t-on ? » « Ce que tu m'as dit de Théâtralnaïa, c'est vrai ? Je veux parler de l'opérateur radio. Il est bien là-bas ? Oui. Oui. Eh bien, que dirais-tu de m'y accompagner ? À Théâtralnaïa ? Tu croyais que j'aurais les jetons, hein ? Non, grand-père. Cet endroit est sans doute l'enfer pour beaucoup, mais pour nous c'est le lieu de notre triomphe. Alors ? À moins bien sûr que tu aies menti sur toute la ligne. Je n'ai pas menti. Alors viens avec moi. Cet homme dont tu parles, je dois le rencontrer en personne, pour lui poser la question. Je veux qu'il m'apprenne, et qu'il me donne son poste pour que je vérifie ses dires. Mais ça s'est passé il y a 2 ans. On va se mettre d'accord tous les deux. Tu me conduis à cet opérateur radio, et moi, je te raconte tout ce que tu étais venu me demander. Je te parlerai à cœur ouvert. Des noirs, des jaunes, des verts, toute l'histoire de mes exploits. Je te raconterai même des trucs que je n'ai jamais dit à d'autres. Toute cette putain de tragédie grecque, je te la raconte, de l'alpha à l'oméga. Ça te va ? Je te promets de le faire. Vraiment. Alors ? Tapement 5. Homer lui tendit la main, lentement, avec hésitation, comme s'il se demandait si Artyom n'avait pas craché dans sa pomme. Mais sa poignée fut vigoureuse. Pendant que le vieillard rangeait ses vêtements dans un sac de voyage, Artyom s'occupait d'une lampe de poche à rechargement manuel. Il serrait et relâchait la poignée, écoutait le bourdonnement du mécanisme, remplissait la batterie. Il avait focalisé toute son attention sur cette tâche. Puis il s'interrompit. « Explique-moi. Ce livre que tu veux écrire, c'est pourquoi exactement ?»« Le livre ? Eh bien, il se trouve que nous vivons ici, mais que le temps s'est arrêté, vous comprenez ? Il n'y a plus d'historiens, plus personne pour écrire que nous aussi nous avons vécu, pour expliquer comment. Et ça donne l'impression que nous vivons en vain. Pourtant, ce n'est pas vrai. » Homer se figea, une modeste thé grise entre les mains. « Imaginez qu'on nous déterre dans 10 000 ans, sans que nous ayons laissé de traces écrites. En fonction de nos ossements et de nos instruments, on essaiera de deviner quelles étaient nos croyances et nos rêves. Et on se fourvoiera. Et qui irait nous déterrer, grand-père ? Les archéologues, nos descendants. » Artyom secoua la tête, se passa la langue sur les lèvres, s'efforça de contenir la haine qui bouillonnait en lui. Mais elle sortit comme un jet de bile, en brûlant tout sur son passage.
Et si je ne veux pas qu'on nous déterre ici, toi et moi? Je ne veux pas être des os et des outils dans une tombe commune. Je préfère être celui qui déterre que le déterré. Il y a ici assez de monde à vouloir traîner son existence dans ce gourgane. Je préfère passer l'arme à gauche à la surface que de rester assis dans le métro en attendant d'avoir les cheveux blancs. Ce n'est pas la vocation des hommes, grand-père, que de vivre dans le métro. Quant aux descendants, c'est de la connerie. Je ne veux pas que mes descendants passent leur vie sous terre. Je ne veux pas que mes descendants servent de déjeuner aux bacilles de la tuberculose. Je ne veux pas qu'ils se jettent à la gorge les uns des autres pour la dernière boîte de conserve. Et je ne veux pas qu'ils se roulent dans la fange avec les cochons. Tu écris un livre pour eux, grand-père, mais ils ne seront même pas capables de le lire. Leurs yeux seront atrophiés parce qu'inutiles. Tu comprends ça? En revanche, ils auront l'odorat aussi développé que celui des rats. Ce ne seront plus des hommes. Faut-il vraiment les engendrer? Et s'il y a une chance sur 1 million qu'il existe quelque part un endroit où l'on peut vivre à la surface, sous un ciel plein d'étoiles, sous le soleil, s'il existe sur cette putain de terre un endroit où l'on peut respirer par la bouche et non par une soupape inspiratoire, je le trouverai. Compris? Si je le trouve, alors oui, on pourra y construire une nouvelle vie. Y donner naissance à des enfants, pour qu'ils ne grandissent pas comme des rats ou des morlocks, mais comme des hommes. Et pour ça, il faut se battre. Et nous n'avons pas le droit de nous enterrer prématurément en silence, de notre plein gré. Omer se taisait, sonné par le flot de paroles. Artyom, lui, aurait bien voulu que le vieil homme le contredit. Il avait besoin de réaffirmer sa position, ne fût-ce qu'une fois de plus. Au lieu de cela, le vieillard lui sourit, d'un sourire franc, chaleureux et édenté. Je ne suis pas venu pour rien. Je le sentais, que ce n'était pas pour rien. Artyom cracha pour toute réponse. Mais c'était le poison, la bile, qu'il chassait. Le sourire du grand-père lui avait passé du baume sur le cœur. C'était un personnage parfaitement incongru et maladroit. Pourtant, le sentiment qu'ils appartenaient au même camp envahit soudain Artyom. L'autre aussi avait dû éprouver ce sentiment, et il lui fit signe à la manière des gamins. « Je suis prêt !» Ils traversèrent la salle sur la pointe des pieds. L'horloge de la station, accrochée au-dessus de la gueule béante du tunnel, une relique locale, indiquait que c'était la nuit. Et chacun se conformait à cette indication. Seul Artyom aurait pu la contredire, mais il s'apprêtait à quitter les lieux. La salle était presque déserte. Un retardataire se préparait du thé à la cuisine. On avait baissé l'intensité de l'éclairage public. Les gens avaient rejoint leur tente, allumé les diodes à l'intérieur, transformant ainsi l'étoile en théâtre d'ombres chinoises. Chaque scène donnait à voir un spectacle différent. Ils dépassèrent la tente de Sukhoi, penchée au-dessus d'une table, et celle où Anna était assise, le visage plongé dans les genoux. « Tu ne veux pas faire tes adieux ?» demanda le vieil homme avec prudence. « Je n'ai personne à qui les faire. » Omer s'abstint de tout commentaire. « On va à Alexeyevskaya » lança Artyom aux sentinelles à l'entrée du tunnel sud. « Sukhoi est au courant. » Les hommes les saluèrent sans remettre en cause cette déclaration. Au moins ne montait-il pas à la surface, cette fois. Ils descendirent sur les voies par un petit escalier métallique, soudé au bout du quai. Le tuyau, dit comme pour lui-même Artyom en entrant dans les ténèbres, alors qu'il caressait avec tendresse les parois en fonte fatiguée du tunnel, toiser sa hauteur sous plafond, et explorer du regard sa profondeur incommensurable. Le tuyau m'appelle.